Je m'appelle Pierre Fraissinet et j'ai fondé et j'anime une boîte qui s'appelle Ulotech. Fraissinet, ça s'écrit exactement, je viens de voir une brique là-bas, comme la halle Fraissinet qui est en train de se construire à quelques centaines de mètres pour, je crois, incuber des tas de start-up innovantes. Mais malgré cette homonymie, il n'y a rien qui me prédestinait particulièrement à travailler dans une boîte tech et à devenir, la raison pour laquelle on m'a invité à vous parler ce soir, un entrepreneur maker. Alors, un entrepreneur maker, c'est quoi? Je ne crois pas qu'il y ait une définition extrêmement précise. Un entrepreneur maker, c'est d'abord un entrepreneur. Donc moi, là encore, je n'étais pas prédestiné à ça, je suis d'une famille de profs, mais j'ai monté une boîte en 97, à un âge déjà avancé, celui où les wunderkids de la Silicon Valley prennent leur retraite en général, et c'était une boîte qui était un concessionnaire de vente à bord de compagnies aériennes. Ça ne fait pas rêver, mais ça gérait les ventes à bord de compagnies aériennes, qui ne le gèrent plus elles-mêmes. Ça n'existait pas en France, et donc on a monté cette structure, qui n'était pas tech, hein, c'était du retail, de la distribution, mais avec des gros enjeux logistiques. Et en fait, pour régler les enjeux logistiques, on a commencé à s'intéresser à des problématiques tech. Et puis j'ai vendu mes parts il y a quelques années, et j'ai fondé une seconde boîte, Ulotech. Alors là aussi, c'était pas gagné. J'ai une formation académique, on va dire littéraire, les mauvaises langues disent un peu turboflûte. Et c'est une boîte d'ingénierie qui conçoit des produits avec de la technologie dedans, et puis qui les vend. Et alors, comment ça se fait? Eh bien, un entrepreneur maker, c'est un entrepreneur qui bute un jour sur cet axiome de Maslow, hein, que je ne vais pas vous le lire parce que vous savez très bien lire, et puis qui en a marre d'avoir des clous, et qui pousse un jour la porte d'un Fab Lab. En ce qui me concerne, c'était le Fac Lab à Gennevilliers, qui est un des labs, qui est un endroit très sympa et intéressant. On pousse la porte, alors à cette époque, c'était pour résoudre un problème tout bête. Je cherchais à avoir une sorte de platine pour tenir des petits objets. J'avais lu quelque part, comme les jeunes de Benjamin, là, qu'il y avait des imprimantes 3D, je ne savais pas trop ce que c'était, ils en avaient une là-bas, j'ai poussé la porte, il y avait un gars, pas aimable, qui était en train d'essayer de monter la sienne, je lui ai demandé s'il pouvait m'imprimer un truc, il l'a fait, j'ai été scotché, et après un problème, on en résout un deuxième, et puis un troisième, jusqu'à avoir une espèce de boîte à outils, et au-delà des techniques, ce qui est intéressant, c'est que la boîte à outils vous permet effectivement d'aller vite pour prototyper, mais au-delà de ça, ça vous permet, en tout cas moi, ça m'a permis de penser différemment. Là, ce que j'ai acquis en devenant un maker, c'est vraiment de penser les choses différemment, et au lieu de voir l'obstacle d'abord, de déjà imaginer, que je sache le faire ou pas, qu'il y avait des solutions et que ce n'était pas si compliqué que ça. Alors les débuts étaient un peu laborieux, encore une fois, j'ai un background pas vraiment adapté au départ, mais on s'est mis à faire des choses en utilisant ces techniques de fabrication numérique. Et le premier cas, c'était un vrai beau défi, puisque c'était la Lufthansa, qui est une compagnie allemande. Et alors, dans le métier qui m'intéresse, dont je vous parlerai en deux mots, hein, qui est les services pour les compagnies aériennes, les équipements pour les compagnies aériennes, la Lufthansa, c'est à peu près comme si Bill Gates venait vous faire un bisou quand vous êtes dans l'informatique. C'est une référence. Et en plus, la Lufthansa a une très grosse filiale qui s'appelle Lufthansa Technics, avec des milliers d'ingénieurs, et ils venaient nous challenger en disant « Est-ce que vous pouvez faire mieux ?» Donc on s'est donné du mal, c'est pas beau, mais on a conçu pour eux un trolley connecté qui s'ouvrait dans certains cas. Les trolleys, c'est les espèces de grosses boîtes à roulettes, que les hôtesses et les stewards poussent dans les avions. C'est pas joli, mais ça marchait. On est passé devant Lufthansa Technics, avec 6 mois d'un boulot acharné, mais en étant 3. Donc ça, vraiment, je le dois à ce que j'ai pu apprendre dans les labs. Commercialement, ça a été un four complet. Ils ont trouvé ça super, génial, bravo, good job. Et puis, ils n'ont pas passé commande parce qu'ils sont passés à autre chose, mais on a gagné un peu de crédibilité.
Et de toute façon, cette démarche, qui permet le prototypage rapide, mais au-delà du prototypage rapide, qui permet de réfléchir différemment aux problèmes qui se posent à toutes les boîtes, ça finit par payer. Et là, dans ce cas précis, c'est notre, pas dernier produit, mais un produit récent. C'est tout bête, il n'a pas d'intérêt en tant que tel, il m'intéresse moi évidemment. C'est un cadenas. Alors, c'est pas rocket science, un cadenas. En fait, ça fait 30-40 ans que les compagnies aériennes essayent de fermer leurs trolleys, qui sont des boîtes à roulettes. C'est un peu compliqué, ça fait 30 à 40 ans qu'elles ne trouvaient pas de solution. Alors elles mettent des plombs ou des tout petits cadenas, parce qu'il y a des contraintes, il y a plein de petites contraintes. Et en fait, c'est la démarche qui est intéressante. Moi, je cherchais une solution de cadenas qui réponde à toutes ces contraintes. Je ne la trouvais pas vraiment, mais j'avais une idée. Je suis allé voir une des plus grosses boîtes mondiales de serrurerie, des Américains. Ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. C'est trop compliqué. Pas possible. Bon, j'étais déçu, mais ensuite j'ai eu droit à la visite habituelle de l'usine, et puis ça se termine dans le musée de la boîte, enfin en général qui est une petite pièce avec 3 vitrines poussiéreuses. Puis j'ai vu ce qu'ils avaient fait depuis un siècle. Et je pense que si je n'avais pas effectivement fréquenté ces labs, et si je ne m'étais pas un peu déniaisé sur ces problèmes-là, j'aurais pas trouvé la solution. Et en fait, 2 jours après, dans l'avion en revenant des États-Unis, j'ai fait le bon sang, mais c'est bien sûr. J'ai pu utiliser, au-delà des outils, plutôt l'approche et la méthodologie qu'on peut acquérir dans les labs, dans les makerspaces, dans tout ce qu'on veut, et puis concevoir le bidule, qui aujourd'hui est notre meilleure vente. C'est un cadenas, ça ne vous fait pas rêver, mais je trouve que c'est un cadenas qui marche. C'est pas très open source, le concept de cadenas, mais ça marche pour la problématique qu'a notre marché, qui sont les compagnies aériennes, parce que tout simplement, ça s'adapte à leurs trolleys, ça répond à leurs problématiques, ils ont des centaines d'utilisateurs, et c'est conforme à une réglementation qui est assez contraignante. Ce n'est pas tellement les produits qu'on fait qui sont éventuellement intéressants, mais plus la démarche, c'est-à-dire que la démarche de maker nous a permis d'aller vite, de progresser rapidement. Il y a des limites, moi je les expérimente actuellement. C'est très rigolo de réfléchir, de se mettre devant son ordinateur, alors avec SketchUp au début, et puis ensuite Rhino, et puis un jour AutoCAD, et puis ensuite on balance ça sur l'imprimante 3D, on prototype. C'est vachement chouette, ça prend quand même du temps. Et donc, il y a un moment aussi où il faut se dire, c'est pas mon job, c'est une partie de mon job, mais c'est pas mon job. Moi, il faut que je vende, il faut que je contractualise, il faut que je gère, que j'anime. Mais par contre, c'est très intéressant de diffuser ensuite la démarche. Je dirais un peu comme ce que fait Nokia dans ses garages. Et donc, allant jusqu'à dire aux gens qui bossent avec vous, écoutez, vous vous barrez tous les vendredis et allez faire autre chose ailleurs, allez dans un lab, allez dans un makerspace, allez où vous voulez, bricoler, rencontrer d'autres gens. En fait, apprenez, ayez envie de résoudre les problèmes. Et vraiment, j'ai trouvé dans ce monde du making, les éléments, tardivement en ce qui me concerne, qui permettaient d'avoir ce genre d'approche. Voilà. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce passage-là de prototypage quand tu étais au Fac Lab ou, si j'ai bien compris, tu l'as fait en partie au sein du Fab Lab. Tu t'es fait aider de la communauté. Comment ça se passait ? Un peu tout. Je ne suis pas arrivé au lab. Si, la première fois, je suis arrivé au lab parce que je voulais faire ça. Ce machin-là, je voulais faire un truc qui porte des bidules. Bon. Et un gars m'a montré qu'on pouvait le faire. Alors je m'étais complètement gouré dans mes plans, ça ne rentrait pas, etc., mais peu importe. C'était possible. Ensuite, au lab, je ne vais pas au lab, enfin pas uniquement, je parle sous le contrôle d'un fab manager du lab qui est ici. Il faut séparer les choses. Le lab n'est pas un lieu de fabrication, c'est un lieu d'ouverture,
On doit être open source, c'est la charte. Bon. Donc on n'y va pas pour bricoler les trucs dont on n'a pas envie que personne soit au courant. Alors on va à l'usine IO. C'est mieux. En plus, c'est plus près de chez moi. Mais on va au lab pour faire aussi d'autres choses, et après, il n'y a pas de séparation. Au lab, par exemple, avec des équipes, enfin, avec des, pas des équipes, pardon, avec d'autres bisounours très talentueux, dont 2 couturières exceptionnelles, on a fait un projet rigolo de veste de cycliste qui faisait bling-bling, etc. Peu importe, tout ce qu'on a fait dans cette démarche-là, qui est une démarche purement personnelle, c'est des choses qui forcément irriguent et servent ensuite à notre travail. Donc, pour répondre plus concrètement à ta question, au lab, j'ai pu apprendre que les choses sont possibles, et ensuite, selon les cas, par exemple, typiquement, on a un produit moins high-tech, mais à base de fraisage numérique. Un jour, j'irai à TechShop parce que vous avez une grosse fraiseuse. Voilà. Vous savez quoi? Vous avez une grosse fraiseuse. Et donc après, il y a une ICI Montreuil, ça pourrait être un lieu... Enfin, après, on consomme des lieux différents. Au lab, c'est vrai qu'on apprend. Une fois qu'on sait, on peut partager. Et avant de savoir, on apprend à un point qui est exceptionnel. L'exemple des clous de Maslow, tout bêtement, lors de ma première visite au lab, je trouvais intéressant le fait qu'il y a une proportion de jeunes geeks rigolos, enfin, ou d'étudiants. Il y a une proportion de geeks autistes à qui on ne peut pas parler, mais qui sont eux-mêmes passionnants. Et puis il y avait un truc extraordinaire, c'était les vieux, enfin plus vieux que moi. Il y avait des retraités qui avaient 40 ans de Renault ou de Kojima, ou un type qui avait été contremaître, puis ensuite aux arts et métiers. Et c'est comme des bonnes fées. Alors, pas dans le look, mais il se penchait sur mes problèmes avec une patience d'ange et avec une expérience extraordinaire. Voilà.